faisons un point sur le front ukrainien. Où en sommes-nous? Je commence par vous, Régis Le Sommier. Écoutez, sur le front, non, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Non pas qu'il y ait de percées magistrales d'une part et d'autre. Actuellement, la tendance est plus à des progressions de l'armée russe sur un certain nombre de villes, notamment dans le Donbass. Mais c'est des progressions, vous savez, comme un peu depuis le début de ce conflit, mis à part évidemment les reconquêtes ukrainiennes de septembre, octobre l'année dernière avec Kupiansk et Kherson. Mais depuis, il n'y a eu que du grignotage de part et d'autre. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt la Russie qui a l'avantage. La Russie est à l'offensive, elle est en passe de reconquérir complètement la ville de Marinka, celle d'Avdivka aussi. Alors, ces deux villes qui disent rien trop aux auditeurs français aujourd'hui, mais ces deux villes qui, c'est un front qui n'avait pratiquement pas bougé depuis 2014, parce que la guerre, faut rappeler, elle n'a pas commencé en 2022, elle a commencé en 2014, en particulier dans le Donbass, et ces deux villes dont la reconquête va, entre guillemets, soulager la grosse ville, la capitale du Donbass, qui est Donetsk, puisque c'était de là que partait l'artillerie qui visait régulièrement, excusez-moi, qui visait le centre-ville de Donetsk et qui a tué beaucoup de gens. Alors, donc il y a cet aspect, il y a ces deux villes-là, et puis il y a une progression aussi du côté de Kupiansk, c'est-à-dire au nord, et il y a à peu près une stagnation, on dira, au sud, vous savez, dans la zone de Robotine, dont on a beaucoup parlé, vous évoquiez LCI, qui recrutait mètre par mètre la progression dans les champs de blé des troupes ukrainiennes, champs minés, on s'en était pas rendu compte au début, et en fait, donc là, actuellement, il y a des menaces, enfin, si vous voulez, ça pourrait, en effet, s'enfoncer. Les Russes pourraient subitement progresser beaucoup plus pour différentes raisons. Je ne vais pas les détailler toutes ici, mais l'avantage est aux Russes, évidemment. Et donc, oui, il y a un certain atermoiement et on se demande pourquoi avoir annonné pendant des mois et des mois, comme vous le disiez, que l'Ukraine allait gagner. Moi, je crois que c'est le principal enseignement sur lequel la douche froide, pour certains aujourd'hui, c'est de s'être dit, de s'être peut-être auto-intoxiqué. Et les Ukrainiens, d'ailleurs, aujourd'hui, en veulent beaucoup, même aux médias français ou aux médias occidentaux, de leur avoir dit mais vous allez gagner, ça va bien se passer, etc. Ouais, etc. on va revenir sur ce sujet parce que quel est le jeu qu'ont vraiment joué les Américains? Là, on voit qu'on fait passer le message à travers le Washington Post que c'est de la faute des Ukrainiens qui n'ont pas suivi la stratégie américaine. Bon, Jacques Beau, d'abord, première question, je vous repose la même question à peu près sur le front. Donc finalement, contre-offensive ukrainienne, bon ça, vous avez déjà reçu il y a plusieurs mois pour dire que cette contre-offensive n'avait pas eu lieu et n'aurait pas lieu. Là, on confirme, LCI confirme ce que vous aviez dit il y a de nombreux mois. Bon, on est quand même toujours content. Donc, où en sommes-nous de ce côté-là? Et qu'est-ce que ça signifie finalement, presque que finalement ce message aujourd'hui soit reconnu? Peut-être qu'il y a derrière une volonté de commencer à prendre ses distances avec l'Ukraine. Alors, tout d'abord, effectivement, on constate que, pas seulement dans le Washington Post, qui a fait un très grand article sur la question de l'Ukraine, mais aussi dans la presse ukrainienne, on a aujourd'hui Zaloujny, le chef des forces ukrainiennes, qui dit exactement, mais presque mot pour mot, ce que je disais il y a maintenant une année ou plus avec mon ouvrage Opération Z et que j'ai dit dans mon ouvrage Ukraine entre guerre et paix. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que tous les éléments étaient là pour objectivement, et d'ailleurs même dans l'article du Washington Post, on dit que les services de renseignement américains avaient finalement la même analyse que moi, alors que ce sont le Pentagone, les militaires qui avaient une appréciation très optimiste de cette contre-offensive. Donc, il y a une manière d'analyser, si vous voulez, d'ailleurs, on constate qu'en France, il y a peu d'analyse, même pas du tout d'analyse, à vrai dire. Il n'y a eu aucune analyse. Je pense ni d'un côté ni de l'autre, d'ailleurs, sur la question du conflit. Il y a eu des opinions, il y a eu des sentiments, mais personne n'a vraiment fait cette analyse, et certainement pas, évidemment, sur des chaînes comme LCI, BFM TV et d'autres, qui ont fait que, finalement, donner un message politique, mais pas un message
militaire, ni même analytique sur la question. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un aveu d'échec aussi pour nos capacités d'analyse. Et c'est vrai, ce que dit Régis est parfaitement exact. Il y a actuellement en Ukraine une sorte de... Comment dire, je ne veux pas dire de haine peut-être, c'est peut-être, mais un ressentiment très profond à l'égard des médias occidentaux et en partie ceux qui ont été les plus virulents, c'est les médias français notamment, qui étaient beaucoup plus virulents que d'autres, pour essayer de faire croire à faire miroiter une victoire dont on savait qu'elle n'aurait pas lieu. Donc les Ukrainiens se sont aujourd'hui trompés par leurs alliés. Et d'ailleurs, Zelensky l'a dit lui-même, il a dit on a été trompé par nos alliés. Et c'est exactement la situation qu'on a. On la trouve sur le terrain et on la trouve sur le champ politique également. On a actuellement un combat pour le pouvoir qui se déroule en Ukraine. Et c'est un petit peu maintenant, pour les États-Unis, c'est savoir comment tirer les marrons du feu sans se brûler, en quelque sorte. Et ils sont un peu dans la même situation que d'ailleurs sur le théâtre moyen-oriental, où ils constatent qu'ils ont totalement perdu la maîtrise à la fois du narratif et du déroulement des opérations. Et puis, il s'agit maintenant, simplement de voir comment on peut s'en sortir dans une campagne présidentielle sans trop montrer on s'est planté littéralement depuis le début. Alors, oui. Est-ce que c'est justement ce qui peut expliquer ces espèces de messages qui passent dans différents médias américains et qui montrent que les Américains avaient bien raison, mais c'est de la faute des Ukrainiens qui n'ont pas suivi la stratégie? On sent bien là qu'il y a Alors mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Les Américains ont déjà depuis longtemps indiqué ou fait filtrer l'information que s'il y avait une défaite en Ukraine, parce que d'abord, ça fait maintenant, je dirais, presque depuis le début de la contre-offensive, qu'on fait miroiter la possibilité d'une défaite. Et évidemment, ils ont dit, c'est certainement pas de notre faute. Bah oui. Et d'ailleurs, c'est assez probable que ce soit pas de leur faute, parce que la conduite ukrainienne est divisée. Vous savez, j'ai écrit, quelqu'un ont même critiqué ce que j'avais dit, mais la conduite des opérations est une conduite plus politique que militaire. Et c'est la raison pour laquelle, depuis la fin de l'année passée, on a une opposition constante, que j'ai d'ailleurs évoquée dans mes livres, entre Zaloujny et l'état-major, son état-major, et Zelensky et d'autres généraux comme Syrski, etc., qui avaient des visions un peu différentes. Et la conduite des opérations, c'est en fait construite sur le narratif proposé par Zelensky, c'est-à-dire on ne cède pas un mètre de terrain et on se bat jusqu'au dernier centimètre. Et c'est ce qui a fait perdre d'ailleurs des forces considérables à l'Ukraine, alors que Zaloujny aurait préféré qu'on manœuvre et qu'on utilise finalement la manœuvre comme moyen d'action, si vous voulez, et qu'on retire des forces, on se regroupe, on crée des contre-attaques plus dynamiques. À ce sujet, Régis. Oui, moi je rajouterais, pardon Jacques, non, sur ce point très important justement de gaspillage des forces ukrainiennes, ça a été considérable. Je pense que je pense que l'histoire retiendra que Bakhmout a été vraiment peut-être un point de bascule de cette guerre. Pourquoi ? Parce que Bakhmout, les Américains avaient recommandé aux Ukrainiens de ne pas s'y cramponner. Zaloujny avait donné des signes, sans être totalement explicite, justement, comme quoi il ne souhaitait pas non plus s'accrocher à cette ville. Et c'est le général Syrski, plus allié de Zelensky, qui a dit, et Zelensky évidemment, nous ne quitterons pas Bakhmout, nous allons nous accrocher et nous allons vaincre. En réalité, on a appelé Bakhmout le hachoir à viande. On a dit c'est un hachoir à viande qui marche côté russe. Ils envoient des centaines de prisonniers. Wagner, c'est l'allié de l'humanité. Et en fait, ils prennent mètre après mètre, mais
ils gaspillent et en fait, en réalité, ce sont les bonnes troupes ukrainiennes qui ont été usées sur Bakhmout voilà, là, il y a un aspect stratégique qui a été, une erreur stratégique qui a été faite par Zelensky. Donc, Zaloujny avait recommandé de ne pas, n'était pas d'accord. Et puis, pour ce qui a été de la contre-offensive, c'était du suicide. C'est-à-dire, en fait, on s'est rendu compte que les Russes étaient très bons en défensive. Bon, il suffisait de regarder ce qu'ils avaient fait dans le cadre justement de ce qu'on appelle les défenses dans la profondeur avec la bataille de Koursk en 43. Ils ont refait quasiment la même chose, la fameuse ligne sur Ovikine. On aurait pu se rendre compte qu'ils étaient en train de la préparer. Ils ont eu 8 mois pour la préparer. Et en fait, quand les Ukrainiens sont arrivés, ils n'avaient pas de couverture aérienne. Si vous prenez la zone de Robotine qu'on a surnommée le cimetière de chars, enfin en tout cas le cimetière de léopards et de véhicules Bradley flambant neufs donnés par les Américains, eh bien vous avez un promontoire environ d'une centaine de mètres de hauteur qui vous permet de voir du côté russe à peu près à 20 km. Donc si vous voulez, certaines unités ukrainiennes ont été engagées dans cette contre-offensive dans le sud avant de toucher les champs de mines qui étaient considérables, qui évidemment n'avaient pas non plus été prévus par l'état-major ukrainien ni même américain. Eh bien certaines unités étaient décimées par l'artillerie russe avant même d'être engagées. Ouais. Donc on se rend compte qu'en fait il y a eu un gâchis considérable et au niveau de la contre-offensive, eh bien au lieu de masser ses troupes à un seul endroit et de tenter une percée comme c'était l'objectif au départ, eh bien l'Ukraine s'est gaspillée à essayer de reconquérir Bakhmout d'un côté, mener des offensives du côté de Marinka, Kleshivka, Avdiivka, c'est-à-dire dans le Donbass. En fait. Le Donbass, moi j'y étais il y a 1 mois et demi, je peux vous dire que c'est une forteresse absolue avec les hauteurs qui sont tenues par les Russes et les Ukrainiens dans la plaine. Donc en gros, si vous voulez, vous avez, ils se sont heurtés à plein de niveaux. Ils ont engagé leurs troupes sur 4 endroits différents majeurs au lieu de se concentrer dans un seul. C'est ce que reprochent les Américains dans le Washington Post. Ils ont pris 3-4 fronts alors qu'ils auraient pu se concentrer sur un qui était visiblement la stratégie américaine. On a appelé pour le débarquement la percée d'Avranches qui a été réalisée par Patton, 8 km de long de front, 20 divisions engagées et surtout 2500 frappes aériennes au préalable, ce que les Ukrainiens n'ont pas eu. Zaloujny avait dit attendons d'avoir les avions, attendons d'avoir les F-16 pour lancer cette contre-offensive. Et politiquement, les Ukrainiens, quelque part, on leur a tordu le bras. Et ça, les Américains sont responsables, les Occidentaux aussi, disant il faut à tout prix que vous fassiez cette contre-offensive. Ils n'avaient pas de couverture aérienne. Mais alors, qui a tordu le bras de qui? Parce que là, on entend les Américains et vous dites qu'ils n'ont pas tout à fait tort, Jacques Beau, sur le fait que les Ukrainiens n'ont pas suivi les recommandations. D'un autre côté, on se rappelle, et vous nous avez rappelé déjà à plusieurs reprises que au départ, même Zelensky était prêt à négocier et que finalement, ce sont les Occidentaux, et notamment les Américains qui ont forcé à continuer ce conflit et à ne surtout pas commencer les négociations avec la Russie. Donc, qui a tordu le bras de qui? Et j'ai l'impression que dans ce que vous nous décrivez tous les deux là, et vous allez me dire si je me trompe, on a finalement une double ligne et chez les Américains et chez les Ukrainiens entre à chaque fois la ligne politique et la ligne militaire dans les deux cas, et que finalement c'était un jeu je ne sais pas combien de bandes là où chacun essayait de faire passer ses messages, entre la différence entre Zaloujny des forces ukrainiennes, Zelensky à la tête de l'Ukraine, la Maison Blanche et le Pentagone. Jacques Beau. Non, alors il est très clair qu'en mars 2022, lorsque Zelensky a fait ses propositions à la Russie et que la Russie était prête à engager des négociations sur la base de ces propositions, qui étaient le retrait des forces russes d'Ukraine, un statut à négocier entre la Crimée et les 2 républiques du Donbass, et surtout la promesse de l'Ukraine de ne pas entrer dans l'Alliance Atlantique en échange de garanties de sécurité. Donc, ce qu'il y a, c'est que Zelensky a échangé en fait cette proposition et cette perspective de paix contre un soutien jusqu'à nécessaire par les Occidentaux. Et ce soutien qui devait être illimité par les Occidentaux, il n'a pas été illimité. Oui. Et c'est là où on revient à l'article du Washington Post d'ailleurs. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate que les Américains auraient voulu que les Ukrainiens attaquent beaucoup plus tôt
jusqu'au mois de juin. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, au moment où on a des documents qui ont fuité en avril de cette année, il était prévu que la contre-offensive débute en avril déjà. Oui. Et l'idée qu'avaient les Américains, c'était qu'il fallait attaquer avant que les Russes finissent ou étoffent, si vous voulez, ou durcissent leur ligne de défense. Et donc, il fallait attaquer le plus rapidement possible. Le problème des Ukrainiens, c'est qu'ils étaient pas, c'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord d'attaquer, mais ils disaient, mais il nous faut le matériel avant. On ne peut pas attaquer sans char, on ne peut pas attaquer sans avion, on ne peut pas attaquer, etc., etc. Ça s'entend. Or, le matériel occidental, il est arrivé au compte-gouttes, tout simplement parce que les Occidentaux n'avaient pas les capacités matérielles de leurs promesses à l'égard de l'Ukraine. Et donc, et ça, vous le verrez dans mon prochain ouvrage d'ailleurs, les Occidentaux ont fait plusieurs phases dans l'approvisionnement de l'Ukraine. Et la dernière phase, ça a été un petit peu de récolter ces chars, les léopards. Enfin, la toute dernière phase, c'est prendre des chars léopards des années 60. La phase intermédiaire qu'on a eue au début de cette année, c'était d'apporter des léopards 2, 2A4, 2A6, etc., qui étaient les versions, pas les plus... Le A4, c'est la plus ancienne version. La version A6, c'est une des plus récentes, mais dans des quantités insuffisantes pour faire une offensive. Et tout ça est arrivé tellement lentement que les Ukrainiens n'ont pas pu se préparer à faire leur offensive. Et finalement, on est arrivé à ce dialogue de sourds entre Américains et Ukrainiens, où les Américains voulaient cette offensive rapidement, et les Ukrainiens disaient « mais donnez-nous le matériel pour le faire ». Et là, les Occidentaux n'ont pas respecté leurs paroles. Ça, il faut aussi le dire. Les Occidentaux n'ont pas respecté leurs paroles. On prétend qu'on a fait, et je ne doute pas qu'il y ait eu des efforts financiers considérables effectués, mais ils n'étaient pas en relation avec ce qu'il fallait. Aujourd'hui, vous avez, dans les médias ukrainiens, vous avez Zaloujny qui revient, qui dit maintenant il nous faut 17 millions d'obus. 17 millions d'obus. Je vous rappelle que la France, au début de cette année, a fait un geste absolument extraordinaire en doublant sa capacité d'obus pour l'Ukraine et passé de 1000 par mois à 2000 par mois. Et aujourd'hui, Zaloujny demande 17 millions d'obus et il demande du matériel pour entre 350 et 400 milliards de dollars. Oui, non mais oui. Donc on est aujourd'hui dans une situation telle, on s'aperçoit que l'aide qu'on a fournie, qui ne correspond qu'à une fraction de ce que demande aujourd'hui Zaloujny, était de loin pas suffisante pour faire ce qu'on attendait d'eux. Donc, on a mis aussi l'Ukraine dans une situation... on a été malhonnête du début à la fin avec les Ukrainiens. Alors, ça a joué en faveur des Russes, mais voilà, on n'a pas du tout tenu les promesses qui étaient nécessaires, si vous voulez, pour le succès qu'on escomptait ou qu'on attendait des Ukrainiens. Alors, Régis se met à ce sujet. Oui. Moi, je voulais ajouter deux choses par rapport à ce que dit Jacques, qui est totalement exact. Quand on regarde, quand on prend un peu de distance par rapport à cette guerre, qu'on regarde ce qui s'est passé, on a fait les choses complètement à l'envers. On a commencé, souvenez-vous, au moment de l'invasion russe, on avait commencé à donner par centaines de milliers des missiles Javelin, ce qu'on appelait des NLAW, qui étaient une sorte de RPG, enfin de roquettes, de bazooka, on va dire, de fabrication britannique. Donc on leur a donné des bazookas au début. Et puis après on s'est aperçu qu'il fallait qu'on soit un petit peu plus consistant, donc on a commencé à leur donner des armes un peu plus sophistiquées. En juin 2022, on a commencé à leur donner des HIMARS. Alors les HIMARS, ça a eu un effet considérable. Vous pouvez nous décrire les HIMARS pour ceux qui connaissent pas. HIMARS, si vous voulez, ce sont des missiles extrêmement précis qui peuvent endommager et qui ont une portée, on va dire, d'environ 40 km et dont l'origine, c'est-à-dire le véhicule qui les transporte, peut ensuite se camoufler. Si vous voulez, c'est la version missile de ce que peuvent être nos canons César aussi, qui sont sur des véhicules tractés et qui peuvent, une fois qu'ils ont tiré, ne pas être repérés et partir très rapidement. Donc globalement, c'est ça. On
on considère que les HIMARS ont contribué à détruire environ la moitié des stocks de munitions russes. Vous vous rendez compte, la moitié des stocks de munitions russes qui avaient été déployés sur le front. Donc ça a été tout à coup, il y a eu véritablement un changement. Moi, j'étais du côté de Kherson, justement, au moment où les HIMARS ont vraiment commencé à avoir un impact. Par exemple, le pont Antonovsky, qui a complètement coupé la ville, le ravitaillement de la ville de Kherson, et qui a posé de grandes difficultés aux Russes pour se maintenir dans cette ville, a été détruit justement par ces missiles HIMARS. Ils ont quand même eu une infrastructure nécessaire. Bien sûr, mais ça a été donné, si vous voulez, au compte-gouttes, et un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire ce dont ils avaient besoin. Ils auraient eu tout ce matériel peut-être dès le début. On les aurait vraiment, équipés en se disant, là ils peuvent gagner. Mais comme souvent dans les guerres, moi ça me rappelle l'opposition syrienne qui s'est retrouvée dans une moindre mesure dans la même situation, c'est-à-dire que l'Occident leur a donné suffisamment pour ne pas mourir, mais pas suffisamment pour pouvoir gagner. Et c'est terrible, en fait, c'est encore pire en termes de pertes humaines. Oui, et en plus, surtout, et c'est ça, moi, vous savez, il y a un an, quand j'ai écrit, enfin il y a moins d'un an, en février, quand j'ai écrit mon livre et que j'ai intitulé Jusqu'au dernier Ukrainien, les gens me disaient mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'était une phrase. C'était la phrase de Lindsey Graham qui avait dit, avec les armes américaines et avec notre argent, ils se battront jusqu'au dernier Ukrainien. Mais l'Amérique a véritablement misé sur l'Ukraine pour que l'Ukraine affaiblisse la Russie de façon absolument cynique. La vie des Ukrainiens, la société des Ukrainiens s'en fout complètement. C'était un retour sur investissement. Je crois que c'est le Mitt Romney, l'ancien sénateur, l'ancien candidat au présidentiel, qui a dit que c'était l'un des meilleurs deals. Donc, mais sur quel investissement? On retourne sur quel investissement? C'est-à-dire d'affaiblir ou d'avoir l'illusion d'affaiblir, parce que moi j'en suis absolument pas persuadé. Jacques pourra peut-être nous l'expliquer, mais je pense la Russie est aujourd'hui en économie de guerre et elle ne sait pas du tout. Hier, j'écoutais un des anciens conseillers il est très intéressant, l'ancien conseiller Arestovitch, qui est l'ancien conseiller de Zelensky, qui disait à propos de Poutine, il disait, mais on nous dit que ce type est isolé, mais regardez le président allemand, le premier ministre allemand, quand il est allé au Qatar, il a été reçu par un sous-secrétaire, etc. Regardez Emmanuel Macron, quand il est allé à Amman, la dernière fois, c'est le maire d'Amman, il n'y a aucune autorité de la royauté jordanienne qui est venue accueillir Emmanuel Macron. Et il dit, Poutine, il arrive, c'est tout juste si on lui fait pas une parade avec des chevaux. C'est arrivé aux Émirats Arabes Unis. Là, il va en Arabie Saoudite. Et Arestovitch dit, vous pensez que ce type est isolé? C'était bien l'objectif de l'isoler. Donc il a des clairvoyants. Alors maintenant, il est plus avec Zelensky, donc Arestovitch, il peut dire un peu ce qu'il veut. Mais il a raison. Et en réalité, ce qui s'est passé, donc affaiblir la Russie, comme c'était l'objectif des États-Unis, moi personnellement, je ne suis absolument pas certain qu'on ait réussi à affaiblir la société russe. Et aujourd'hui, elle est en économie de guerre. Donc pour ce qui est de la réalité sur le front, je pense que ce qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire ce passage à l'offensive des Russes, ne va que continuer dans les mois qui viennent. Et ils ont une industrie d'armement qui aujourd'hui produit des T-90 en pagaille, tout un tas d'armements. Ils se sont mis en économie de guerre, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Oui, et d'ailleurs, ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, j'ai l'impression, Jacques Beau. Alors, tout d'abord, pour revenir sur la question des livraisons à compte-gouttes, il faut bien se rappeler qu'au départ, on pensait que l'Ukraine arriverait avec ses propres armes. Et c'est parce que l'armée ukrainienne a été démilitarisée, en fait, je rappelle que c'est un des objectifs des Russes au début de leur opération, eh bien, elle a été démilitarisée au mois de mai-juin de l'année passée, et c'est pour ça qu'on a commencé à faire introduire sur le théâtre ukrainien des nouvelles armes comme les HIMARS, etc. Et au fur et à mesure, on a attendu. Pardon, mais Jacques Beau, mais ils savaient qu'elle était démilitarisée, qu'il n'y avait pas de matériel. Ils le savaient, ça, les Occidentaux. Ils ont cru. Non, mais on a l'impression qu'ils découvrent les choses comme des grands enfants. Et c'est là où est le problème de l'analyse. Et d'ailleurs des services de renseignement occidentaux aussi. Là, on voit qu'on a fait un petit peu ce que les Américains appellent wishful thinking, qui est en français traduit, c'est la méthode Coué, n'est-ce pas? On s'est persuadé nous-mêmes de ce qu'on voulait, en fait. Et
en réalité, l'armée ukrainienne a été désarmée, on peut dire 3 fois, démilitarisée 3 fois. Une première fois au mois de mai de l'année passée, lorsque ses propres moyens, qui auraient dû normalement suffire, se sont effondrés ou ont disparu. Il a fallu ensuite un premier apport de matériels occidentaux qui ont été les HIMARS, certes, mais surtout, ce qu'on a moins vu, c'est des matériels de l'ex-Union soviétique venant des ex-pays de l'Est, des vieux T-72, des vieux T-60, etc., enfin T-62, qui ont été envoyés à l'Ukraine. Et ça a duré jusqu'à la fin de l'année 2022. Et puis là, il a fallu commencer à avoir une autre vague d'armes, et on a commencé à parler des Léopards, des Léopards 2, etc., et voilà. Et donc, on a fait ça par phase, parce que tout simplement, on n'a jamais anticipé. On est parti sur l'idée que la Russie était faible. Or, la Russie n'était pas faible. Or, moi, je ne pense pas qu'elle soit en économie de guerre aujourd'hui, parce qu'une économie de guerre, ça n'est pas exactement ça, à mon avis. Ce serait vraiment qu'on sacrifie tout à la production militaire. Or, ça n'est pas le cas. Oui. Il y a une économie il y a un pan de l'économie qui s'est développé sans que le reste de l'économie se soit affaibli. Oui, je fais une parenthèse parce qu'on a ces dernières actualités, mais par exemple le JO des BRICS qui va être organisé par la Russie, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout que concentrés sur les questions militaires. Ça demande tout à fait. Donc, une économie de guerre, pour moi, c'est lorsque vous sacrifiez une partie de vos ressources pour faire la guerre. Or, ça n'est pas le cas. Au contraire, on a, si vous voulez, un nouveau domaine économique qui s'est développé, on pourrait dire. Donc, le reste n'a pas été touché et on a quelque chose qui se développe. Alors, c'est vrai, comme le dit Régis, c'est tout à fait juste qu'il y a effectivement ce volet d'industrie de défense que nous avons, à l'inverse, désarmé en quelque sorte ces dernières années. Eux le redéveloppent, mais ils le développent effectivement de manière assez considérable. On dit qu'aujourd'hui, ils ont une capacité de production de plus de 2,5 millions d'obus par année. Et selon l'Institut royal d'études stratégiques de Londres, ils auraient l'année passée utilisé près de 12 millions d'obus. Donc, on voit bien que la Russie est très loin d'être affaiblie, qu'elle a un matériel. Ça a toujours été, disons, l'idée, le fait qu'on puisse penser que la Russie puisse s'affaiblir, c'est une incroyable incompréhension de l'histoire et des capacités, surtout des ressources qui sont presque illimitées de la Russie, y compris de la population qui reste, malgré tout, même si tous n'étaient pas favorable à cette opération au début de l'opération, eh bien, ils se sont tous rangés derrière Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, le dernier sondage sur la popularité de Poutine montre qu'il a 85% de popularité. C'est le plus haut niveau jamais atteint depuis le début de l'opération spéciale. Et même avant, puisque avant l'opération spéciale, il avait 69% de popularité. Donc, on est aujourd'hui... on voit que la population russe s'est rangée derrière le gouvernement. Donc, il y a vraiment tout ce qu'on a pu imaginer sur l'évolution de la Russie était totalement faux. Et ça, on le savait dès le départ, parce que si on avait été honnête, si nos experts avaient été honnêtes, ils auraient pu très bien détecter tout ça. Et c'est là-dessus que je voudrais vous faire rebondir, Régis, parce que juste avant, justement... des experts. Oui, des experts. Oui, des experts, ça c'est sûr, vous avez beaucoup de choses à dire. Vous avez eu l'occasion d'en rencontrer un certain nombre. Mais sur la question de ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que finalement, il y a eu une annonce d'une guerre qui va être gagnée très vite par l'Ukraine, etc. Mais la réalité, les gens qui pouvaient vraiment analyser la situation savaient peut-être que en fait l'Ukraine va laisser embourber. Et là, est-ce que c'était vraiment une erreur, ou est-ce que c'était pas même volontaire, tout simplement parce que le but était de faire durer le conflit? Pour moi, j'avais déjà subi un phénomène similaire, mais pas dans la même ampleur, avec la guerre syrienne, où il y avait une narration de la guerre syrienne, il y avait une narration de la guerre ukrainienne qui ont été captées par un
camp, en l'occurrence le camp occidental dans les deux cas, de façon radicale. C'est-à-dire que toute anicroche qu'on pouvait mettre sur le déroulement des opérations, sur ce qu'on voyait sur le terrain, était systématiquement mis de côté. Moi, j'ai des exemples très précis. Je me souviens que à l'hiver dernier, justement en janvier, j'étais dans la zone de Svatovo, Kremina Svatovo, c'est au nord de Bakhmout. C'était un front extrêmement intense en plein hiver, et je suis rentré de cette expérience qui avait été très marquante, et j'ai expliqué que les Russes ne manquaient pas J'avais entendu, comme justement avant de partir, certains experts expliquaient que les Russes avaient un fusil pour deux, qu'ils n'avaient pas de munitions, qu'ils étaient démoralisés, qu'ils ne savaient pas pourquoi ils combattaient. Et ces 10 jours passés sur ce front m'ont convaincu exactement de l'inverse. Mais par exemple, j'étais dans une forêt, je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est assez significative. Les Russes, il y avait des tranchées dans cette forêt, et on était environ à ce moment-là à une dizaine de kilomètres du front. J'ai demandé à un sergent pourquoi il y avait des tranchées, et il m'a dit mais non, mais ça c'est des tranchées allemandes qui datent de 1942. Et en fait, je me suis rendu compte, il m'a expliqué ce qui s'était passé dans cette forêt. C'était là qu'il y avait démarré l'offensive de Manstein contre Kharkov en 42, offensive victorieuse d'ailleurs. Il connaissait son histoire par cœur, et je me suis dit en fait ces gens, alors effectivement on peut leur dire les Ukrainiens ne sont pas tous des nazis, c'est pas la même chose, mais beaucoup de soldats sont convaincus de continuer la guerre de leur grand-père. C'est certain, et c'est très très fort. C'est pas simplement un argument de Poutine. Quand vous écoutiez LCI, c'était Poutine qui avait inventé ça, etc. Donc ça, c'était très ancré. Donc ils savaient parfaitement pourquoi ils combattaient. En tout cas, ils avaient une raison de combattre. En question du moral de l'armée russe, moi j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai jamais senti un moral avec différentes unités, des Cosaques, l'armée régulière, des Wagner la dernière fois. Je veux dire, j'ai jamais senti des Russes à la peine ou doutant ou hésitants, etc., etc. Quant à ce qui est de l'armement, même à l'entraînement, ils utilisaient des quantités de munitions absolument incroyables, et donc je me suis dit tout ça est quand même, et puis ils avaient de l'armement conséquent de tout type d'armement. À un moment donné, il n'y avait pas suffisamment de militaires. On est quand même allé chercher des prisonniers pour pouvoir les mettre sur le front. Ça fait partie. Et l'Ukraine aussi. C'est-à-dire qu'on la technique Wagner de proposer des contrats de 6 mois à des gens qui sortent de centres pénitentiaires avec une promesse de liberté à la fin. Enfin, ça a été, et c'est toujours le cas. Il y a toujours, moi j'ai pu le constater la dernière fois, il y a toujours des prisonniers qui sont sortis de prison, qui sont entraînés et qu'on envoie sur le front. Sur ce sujet, je vous donne la parole. Je sais que je termine là-dessus. Et en fait, quand je revenais, c'est surtout ça qui est important, c'est quand je revenais, ayant constaté ça, moi je suis allé aussi du côté ukrainien, donc j'ai une bonne vision quand même des deux côtés, et j'entendais des choses, et on me regardait avec suspicion, c'est-à-dire que ce que je ramenais du terrain n'était pas valable. Je me souviens de Jean-François Colossimo qui m'avait dit « Ah oui, vos témoignages de gens du côté de Kherson, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, des témoignages n'ont aucun intérêt. » Donc si vous voulez, la diction ou la narration de ce conflit avait échappé à toute réalité. Et la réalité il ne fallait pas de témoignages de terrain pour M. Colossimo. C'était, je me rappelle très bien, d'un entretien sur Sud Radio. C'était délirant. Et en fait, la réalité était devenue dérangeante. Donc on préférait des généraux de plateau ou des gens, des experts qui n'ont jamais fait leur service militaire, qui expliquaient doctement ce qu'il fallait penser, ce qui arrivait sur le front. Et quand vous reveniez et vous étiez sur un plateau avec ces gens-là, on vous regardait en disant mais non, tout ça c'est non, vous n'avez pas, vous avez tort en fait. Voilà. Jacques Beau. Alors déjà, vous vouliez réagir sur les prisonniers. Oui, je voulais simplement réagir sur le fait que la question de Bakhmout est une question un peu particulière dans le conflit, parce qu'il faut considérer un petit peu que c'est un combat pour lui-même, on pourrait dire presque. Il est un peu il est différent du reste des opérations, parce que d'abord il n'était pas sous le même commandement, si on peut dire ça comme ça. La structure de conduite était différente pour Bakhmout que pour le reste des opérations, et c'est une opération un peu sui generis à l'intérieur d'une opération. Donc on peut pas très bien, on peut pas prendre le cas de Bakhmout comme une
une généralité pour le reste du front. Maintenant, il est clair que les Russes ont, contrairement à ce qu'on raconte d'habitude, ils n'ont pas l'habitude d'engager de très gros contingents. Et quand vous regardez l'histoire de l'engagement des contingents russes à l'étranger, ils ont toujours été engagés dans des situations d'infériorité numérique à des rapports différents, mais ils ont toujours commencé par des rapports inférieurs. Et c'est ce qui s'est passé là. Lorsqu'ils ont vu qu'il y avait une opportunité pour contre-attaquer, si je peux dire ça comme ça, ou pour renforcer leur dispositif, voire reprendre ou aller au-delà de ce qu'ils voulaient faire, parce que je pense que les Russes n'ont jamais prévu d'aller au-delà de la ligne des langues, parce que ça leur poserait des problèmes et ça serait entrer dans une guerre longue que les Occidentaux auraient voulu, mais je pense que les Russes n'ont jamais voulu faire ça. Donc, si vous voulez, grosso modo, la ligne d'avance maximale qu'ils avaient déjà dès le départ, c'était le Dniepr, avec l'exception probablement de la région d'Odessa. Et c'est peut-être pour cette raison que les Russes ont étoffé leur contingent à partir de l'année passée. Et on voit très bien, contrairement à ce qu'ont dit nos soi-disant experts sur nos plateaux, ces gens n'ont pas été injectés sur le champ de bataille immédiatement. Ils ont passé 6 mois de formation et on a commencé à les voir arriver sur le théâtre des opérations à partir du mois de juin, c'est-à-dire lorsque, d'ailleurs, les Ukrainiens ont commencé leur contre-offensive. Donc les Russes, il n'y a aucune précipitation là-dedans. On voit qu'il y a une planification beaucoup plus méthodique et beaucoup moins, si vous voulez, épidermique que ce qu'on a vu du côté ukrainien. Alors, oui. Je voudrais on arrive dans la dernière partie de cette émission et je voudrais quand même qu'on tire le bilan désormais de ce conflit. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? On a commencé à dresser un peu les lignes, mais finalement, on a l'impression que les États-Unis vont se retirer discrètement tout en expliquant que les Ukrainiens avaient tort et qu'ils n'ont pas suivi leur stratégie. Les Ukrainiens sont embourbés et tentent de rappeler les Américains à l'aide, mais les Américains ont décidé que le conflit principal c'était Israël-Palestine. Et puis les Russes, finalement, comme vous le dites, n'avaient peut-être pas prévu ça au départ, mais vont continuer jusqu'à ce qu'ils arrivent à avoir les terrains qu'ils ont décidé de gagner. C'est ça finalement les lignes qui se dessinent là pour la suite, et comment finalement est-ce qu'on va aller à une négociation ou pas, et qui va bloquer de quel côté et qui va réussir à tirer son épingle du jeu. Alors je commence par vous, Régis Le Sommier. Moi je crois qu'il y a un signe, pas définitif, mais quand c'est la question du vote du budget américain à la fin de l'année, où là clairement si ce budget n'est pas voté, l'administration Biden a dit que il y aurait des problèmes pour qu'elle ne tiendrait pas ses engagements, en tout cas de fourniture d'équipements et de financement de la guerre en Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est que ça c'est un signe avant-coureur peut-être de l'évolution, parce qu'on va rentrer dans une année électorale aux États-Unis, et que quand on est engagé dans un conflit impopulaire dans une année électorale, évidemment ça peut poser problème. Donc on sait que l'administration Biden est très, elle a plusieurs fers au feu, avec Gaza aussi. Là aussi, il y a beaucoup à dire. On pourra refaire une émission sur Gaza. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Ukraine, on sent que les choses vont s'amenuiser. Également, moi, j'ai été surpris des déclarations du fameux Lindsey Graham que je citais tout à l'heure, qui lui est un faucon absolu, pour donner plus d'armes, etc. Qui lui a dit là que aussi il risquait de ne pas suivre, contrairement à ce qu'il avait dit avant. Donc ce sont des signes un petit peu avant. Même les plus radicaux, les plus va-t-en-guerre, finalement, finissent par finalement lâcher l'Ukraine du bout des doigts, avec des circonvolutions. On dira toujours qu'on aide. Mais en réalité, la source va finir par se tarir. Et ça, c'est un classique des Américains. C'est qu'une fois que le jouet est cassé, on l'abandonne. On l'a vu au Vietnam, on l'a vu en Afghanistan, et là, on est en train de le voir en Ukraine. Moi, je suis extrêmement pessimiste sur la société ukrainienne, sur ce qui est... Alors, les Ukrainiens
pourront peut-être sauver les meubles, ils pourront peut-être entamer avec ce qu'ils ont aujourd'hui une position de négociation, mais rien ne dit que la Russie est prête à s'asseoir à la table des négociations. Ouais. Vous savez, elle l'a été, mais sous Staline, c'était pas on négocie pas, on prend. Et je crois qu'aujourd'hui la Russie est exactement dans le même état d'esprit. Alors, ce que disait Jacques est absolument vrai. Je pense pas qu'elle ambitionne de prendre l'ouest de l'Ukraine, ni d'entrer dans des zones qui ne sont pas justement des zones russophones. De population russophone, mais il va rester la question d'Odessa, la question de Kharkov aussi. Il n'est pas impossible que les Russes, pour pouvoir négocier, demandent ces deux villes-là, c'est-à-dire un contrôle total sur la façade méditerranéenne de l'Ukraine. Voilà. Ouais, Jacques Beau, le mot de la fin et votre analyse pour la suite. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, au départ, l'idée était de provoquer l'effondrement de la Russie, et c'est un peu la raison pour laquelle les Ukrainiens ont joué le jeu de cette guerre au début, parce qu'on savait bien, de toute façon, que l'Ukraine, toute puissante qu'elle ait pu être, n'était pas de taille. Aucun pays européen n'est d'ailleurs de taille à lutter contre la Russie. Peut-être un ensemble de pays, mais pas un pays unique. Et par conséquent, on savait que ça ne tiendrait pas. La seule raison pour laquelle on pensait que l'Ukraine pourrait avoir du succès, c'était à cause des sanctions. C'est la raison pour laquelle il y a eu ces sanctions massives qui devaient faire s'effondrer l'économie russe et qui devaient provoquer finalement l'arrêt de la guerre. On a toujours dit qu'il faut des sanctions pour empêcher Poutine de financer sa guerre. C'est un peu la mécanique qui avait été développée et qui n'a pas fonctionné. Donc, on sait pratiquement depuis mai-juin de l'année passée que ça ne fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, on est en train de réparer plus ou moins les pots cassés. Il y avait cet espoir de contre-offensive pour essayer de couper en deux le dispositif russe et ainsi avoir une sorte de succès qui aurait permis à l'Ukraine d'entrer dans des négociations et puis d'avoir quelque chose à négocier. Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine a refusé. Parce que Zelensky a refusé de s'engager dans la proposition qu'il avait faite lui-même en mars de l'année passée. Donc aujourd'hui, il est très mal placé pour revenir avec les mêmes exigences. Les Russes vont lui dire « mais vous nous aviez déjà proposé ça, on était d'accord d'entrer en négociation, c'est vous-même qui avez refusé. Oui, donc aujourd'hui, c'est plus vous qui avez le couteau par le manche, c'est nous. » Donc s'il y a une négociation aujourd'hui, il est clair qu'elle elle devra se faire selon les termes de la Russie. Donc, on a poussé finalement l'Ukraine, et c'est Boris Johnson en particulier, mais les Américains également, qui ont poussé l'Ukraine. Oui, parce que Boris Johnson n'était qu'un envoyé des Américains à ce moment-là, non ? Non. Oui, plus ou moins. C'est peut-être un peu simple de le dire comme ça. Je ne pense pas. Je pense que la Grande-Bretagne voulait avoir un profil particulier à ce moment-là, en particulier à l'égard de l'Ukraine. Pas seulement à l'égard de l'Ukraine, mais aussi à l'égard du reste du monde, si vous voulez. La Grande-Bretagne voulait montrer qu'elle était un peu plus indépendante. Oui. En tout cas de l'Europe, en faisant du zèle, oui. Voilà. Mais bref, on ne va pas entrer dans cette discussion. Toujours est-il que c'est certainement Boris Johnson qui a poussé finalement l'Ukraine dans une situation qui lui est aujourd'hui totalement défavorable. Et donc, s'il y a négociation, et les Russes ont toujours dit qu'ils étaient prêts à négocier. Donc ça n'a. Et quand on regarde d'ailleurs la population russe, on remarque qu'elle aussi est globalement plus favorable des négociations. Oui. Donc on n'est pas dans quelque chose il n'y aura pas de no-go du côté russe. En revanche, les Russes vont dire on va négocier, mais c'est à nos termes. Plus au vôtre. Oui, voilà. C'est sûr. Et comme l'a dit Régis Le Sommier, avec cette expression absolument terrible, c'est un classique des Américains, une fois que le jouet est cassé, on l'abandonne. Malheureusement, on a l'impression, et c'est aussi l'impression médiatique qu'on peut ressentir désormais, puisqu'on sait que les médias sont un peu à la suite de la pensée du narratif américain. Oui, mais on a déjà vu dans la presse américaine des mea culpa à propos des analystes. Tout à fait. Et il l'avait fait à propos de l'Irak.
je suis prêt à, je mets une pièce qu'il n'y aura jamais de mea culpa en France contre les aberrations qu'on a vues parmi une presse dite respectable, notamment des fameux quotidiens du soir et cette chaîne LCI que vous avez décrite, dont toute l'économie s'est basée sur une espèce de fiction de vision de l'Ukraine et qui finalement aujourd'hui, on voit moins ces généraux, mais on les voit quand même, ils se sont recyclés sur Gaza, vous les entendez pérorer à nouveau, alors qu'ils se sont plantés de A à Z et qu'ils ont essayé de blacklister, d'ostraciser toute voix dissidente. C'est surtout ça qui les deux vôtres, Jacques Beau et Régis les nôtres et d'autres. Il y a des gens qui ont été écartés parce qu'ils n'avaient pas tout à fait la même analyse et qu'on a taxé d'affreux poutiniens pour essayer de les faire mourir socialement. Voilà. Eh ben, on attend, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura une excuse aussi en France. Je suis pas sûr. On va rester tout oui, en tout cas. Merci beaucoup. Oui. Merci Régis Le Sommier. Je rappelle le titre de votre dernier livre sur ce sujet, Jusqu'au dernier Ukrainien, chez Max Milo. Et merci à vous, Jacques Beau. Je vais rappeler les 3 derniers titres. Ukraine entre guerre et paix, Opération Z et Poutine, maître du jeu, à chaque fois aux éditions Max Milo. Et un autre qui donc en préparation, si j'ai bien compris. Merci beaucoup à vous et merci à vous, chers auditeurs. Vous continuez de nous relayer, de mettre vos pouces levés, vos cœurs, vos soleils, tout ce que vous voudrez. On a besoin de faire monter ce référencement justement pour lutter contre les chaînes mainstream, comme on dit, pour que les médias alternatifs puissent gagner en puissance. Eh bien, on a besoin de vos relais, tout simplement. Dans quelques instants,